va parler du marché action américain avec Julie Jourdan à mes côtés en plateau, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup, mais il faut évidemment réagir à ce qu'on vient de décrire et de détailler avec Bastien, parce qu'on va parler du marché américain, des 20% de baisse du S&P 500. À chaque fois, ces questions de marché nous ramènent au sujet de l'inflation et de la Fed. C'est les deux sujets qui, en tout cas aux États-Unis, préoccupent énormément les investisseurs à court terme. Donc c'est vrai qu'on a eu un chiffre de l'inflation vendredi qui était particulièrement fort et qui vient confirmer qu'en fait, ça touche de manière extrêmement importante le consommateur américain. Pour juste donner en fait un ordre d'idée, la facture en fait en termes de pétrole, quand on regarde ce que paye un Américain par rapport à il y a un an, c'est un tiers de plus. Quand on regarde ce qu'il paye pour son panier alimentaire, c'est 12% de plus. Donc ça a un impact particulièrement fort et bien évidemment d'abord sur les catégories sociales les moins favorisées. Donc c'est vrai que quand on regarde les chiffres, les 2/3 des dépenses des 20% les moins riches aux États-Unis sont des dépenses incompressibles d'alimentation et d'énergie. Donc le gouvernement et la Fed ne peuvent pas ne pas réagir face à une telle situation. Après, c'est vrai que effectivement, il y a 6 semaines, on avait une situation. Aujourd'hui, on a une autre situation. Et je pense que de ce point de vue-là, on a une Fed qui est très pragmatique. Et c'est vrai que la situation, elle évolue de semaine en semaine. Les données évoluent de manière très rapide. Donc, on verra ce qu'ils disent effectivement à l'occasion de cette réunion. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 2 outils. Et ils ont un premier outil qui est effectivement la hausse des taux. Ils ont un deuxième outil qui est le quantitative tightening. Donc, les cessions potentielles d'actifs. Et c'est là aussi qu'il faudra être extrêmement vigilant, voir dans quelle mesure ils ne peuvent pas utiliser ce levier également pour accélérer l'effet, en fait, de la hausse des taux. Donc ça, c'est des choses qu'on verra effectivement dans les déclarations de la Fed. Mais s'il faut en passer par une récession, pour préserver le pouvoir d'achat des catégories de population les plus fragiles, oui, la Fed est prête à le faire aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas dit qu'ils étaient prêts à le faire. Non, aujourd'hui, ils ont dit pas. qu'ils acceptaient l'idée qu'il y ait des conséquences, notamment sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui était relativement nouveau. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un marché de l'emploi qui est très tendu. On a un niveau de chômage qui est proche du niveau de plein emploi, donc il y a très peu de chômeurs, avec un taux de participation en fait des Américains qui avait bien progressé ces derniers mois, mais qui s'était un petit peu, on va dire, stabilisé, pour ne pas dire stagné sur le dernier mois. Donc on verra comment ces choses évoluent. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on commence déjà avant même que la Fed accélère ou pas son programme de hausse des taux, on voit qu'on a un certain nombre de sociétés qui sont plus prudentes. On l'a vu, et notamment, c'est ça qui est intéressant, notamment dans des secteurs d'activité qui, aujourd'hui, ne connaissent pas la crise. C'est-à-dire la technologie. Donc, quand on regarde que des acteurs comme Microsoft, comme Intel et d'autres... Cisco aussi, il y avait Cisco, un petit et d'autres sociétés, Salesforce, ralentissent leur programme de recrutement. Effectivement, ça nous dit les entreprises commencent à avoir une certaine forme de prudence. Je regardais dans le secteur technologique, il y a eu 15 000 départs ou 15 000 licenciements sur le seul mois de mai aux États-Unis. Voilà. Ça donne un peu la dimension, effectivement. Effectivement. Alors après, souvent, les licenciements concernent des sociétés très spécifiques. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose qui est à garder en tête. Il y a un peu plus de prudence, y compris dans des secteurs qui sont aujourd'hui finalement très privilégiés parce que ne connaissant pas la crise, au contraire, ayant des niveaux de croissance tout à fait satisfaisants. On va aborder la dimension et la stratégie en matière de stock picking. C'est votre métier de sélectionner les valeurs. Mais comment vous regardez la dimension un peu macro du marché? Tout le monde a vu les nouvelles hier, ça fait les gros titres. Le S&P 500 est en baisse de plus de 20% par rapport à son record historique de début janvier, à plus de 4800 points. Qu'est-ce que ça nous dit quand même de l'état d'esprit des investisseurs? Il n'est pas bon, mais des fragilités peut-être qu'il y a dans ce marché, qui a déjà accusé quand même des ajustements de prix majeurs. Et là, on parle que des marchés actions, mais qu'en est-il sur l'obligataire? Qu'en est-il sur les marchés de crédit? Enfin, je veux dire, la purge est violente de partout.
Et pour autant, on se demande si on n'est pas en train de basculer dans quelque chose qui pourrait être encore plus négatif du point de vue des marchés, j'entends, Julie. C'est dur de se poser cette question après déjà 5-6 mois compliqués. Alors, c'est vrai que c'est la question qu'il faut se poser en même temps, hein, parce qu'effectivement, où est-ce qu'on en est ? Il faut aussi rappeler qu'on est dans une période de transition majeure. On a eu 2 années exceptionnelles. On a eu une crise sanitaire exceptionnelle qui s'est traduite par une récession tout à fait atypique et à la suite de cette récession tout à fait atypique, un alignement absolument extraordinaire entre des politiques monétaires ultra accommodantes, avec un bilan de la Fed qui a progressé de manière spectaculaire et qui a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer, des politiques de soutien économique tout à fait extraordinaires également, et finalement un rebond économique également assez exceptionnel. Donc on arrive finalement 2 ans plus tard dans une situation où le monde à nouveau a changé, avec effectivement des entreprises qui font face toujours 2 ans après à des problèmes d'approvisionnement, avec une certaine forme d'incertitude sur les chaînes d'approvisionnement, parce que toujours une crise sanitaire dans un certain nombre de pays d'Asie, en particulier la Chine. La guerre, effectivement, entre l'Ukraine et la Russie qui vient rajouter de l'incertitude. Et donc, une perception, en fait, de, finalement, après ces 2 années, vers quoi on va ? Est-ce qu'on va vers une récession ? Est-ce qu'on va vers une récession des profits ou une récession économique ? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et aujourd'hui, c'est ce que se pose comme question le marché, avec effectivement des politiques monétaires qui ont complètement se sont infléchies. Donc, c'est vrai que quand on regarde ça, on regarde aussi l'histoire et au regard de l'histoire, ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu différentes phases sur les marchés. On a des phases de peur sur la croissance. En général, ça se traduit par des baisses de marché de l'ordre de 15 à 20%. Donc là, on est passé au-delà. Et quand on a des récessions, en moyenne, et les moyennes ne veulent rien dire, si ce n'est être un chiffre à un instant T, mais on a en moyenne des baisses d'à peu près 30% de marché. Donc c'est vrai que... On est à ce moment-là. On est à ce moment-là. On est à ce moment-là. Après, évidemment... Tout n'est pas noir dans cet environnement-là. Non, tout n'est pas noir parce qu'il n'y a même pas de capitulation de marché. C'est ça qui est assez paradoxal. On a des entreprises qui sont très saines, qui ont beaucoup de cash, qui publient des résultats qui sont globalement solides, avec des niveaux de marge qui sont bons, qui génèrent des niveaux de free cash flow tout à fait élevé. Donc, tous ces éléments sont globalement des éléments de soutien. On a un consommateur qui est effectivement à risque sur la partie low income en particulier, et on a un ralentissement sans doute également qu'on est en train de percevoir et qui est en train de se concrétiser sur les catégories les plus, je dirais, plus riches. Middle class, d'accord. Mais néanmoins, on reste sur des niveaux de consommation qui sont élevés. On le voit bien avec les avions, le tourisme, etc. Donc aujourd'hui, on est dans un doute, en proie à un doute, parce qu'on est dans une phase de transition, de normalisation, ou en tout cas une transition assez forte avec un certain nombre de doutes. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, il faut d'autant plus être sélectif, d'autant plus faire du stock picking et regarder les fondamentaux des entreprises et les analyser avec beaucoup de rigueur. Et de ce point de vue-là, après les éléments d'information publiés par les entreprises pour le premier trimestre, après la baisse des prix qu'on a déjà connue, est-ce qu'en matière de stock picking, vous êtes dans une phase de l'idée de saisir des opportunités tactiques, voire stratégiques ? Est-ce que c'est un moment justement où en tant que stock picker, on a envie de commencer ou recommencer à construire des positions sur des entreprises particulières ? Alors, je pense qu'on fait un métier où on est toujours en train de s'interroger sur les opportunités, à la fois en termes de valeur, de secteur. Ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, il faut vraiment à chaque fois recommencer l'analyse de où la situation actuelle peut créer aussi des opportunités de demain et réfléchir quels sont les moteurs de croissance qui restent stables dans un marché instable. Donc effectivement, regardez les secteurs d'activité, les valeurs les mieux positionnées, mais ça c'est quelque chose, je dirais, de constant. Donc effectivement, aujourd'hui, on pourrait se dire la valorisation des marchés est très attractive, on est à 15 fois en termes de PE. Mais c'est pas suffisant, parce que si demain les earnings sont revus à la baisse de 20%, c'est pas un élément suffisant en soi, c'est un élément
d'analyse, mais effectivement, on pouvait dire la même chose quand le marché était à 20 fois, on disait c'est trop cher et pourtant il a continué à progresser. Donc ça fait partie de la palette des éléments qui sont à notre disposition pour réfléchir, analyser, mais notre travail, c'est vraiment de regarder les fondamentaux, de sélectionner les valeurs en fonction d'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent porteurs. Est-ce que les publications du deuxième trimestre, alors qui vont être très concentrées là, sur 2 semaines en juillet, autour du 15 juillet, c'est toujours le sprint final avant la pause estivale des géants, est-ce que ce moment-là permettra de nettoyer peut-être les anticipations encore un peu trop complaisante? Est-ce que ça va être une saison de warning, d'avertissement, qui permettrait peut-être au marché d'une certaine manière, de toucher le fond de la piscine et de rebondir ou de repartir avec un peu plus de visibilité? Ça serait effectivement une option. Mais quand on voit ce qui vient de se passer, par exemple, avec Target, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui est quand même assez majeur. Quand on voit donc dans la grande distribution... 2 warnings en 3 semaines, Target. 2 warnings en 3 semaines. Un acteur comme Target, qui 3 semaines avant son premier warning s'était exprimé et n'avait pas vu les évolutions de situations en un mois, qui se sont produites, tout comme on parlait de la Fed tout à l'heure. L'activité change de manière extrêmement rapide. Quand on voit ce qui se passe avec Target, où effectivement ils ont annoncé avoir non seulement des coûts de transport, 1 milliard supérieur à ce qu'ils anticipaient quelques semaines avant. Donc, c'est quand même quelque chose de colossal. Voir que effectivement on a acheté, mais on a reçu trop tard, donc on est obligé de réajuster. Et quelques semaines plus tard, de dire, finalement, on va déstocker, on va faire des discounts, et notre marge est complètement revue à la baisse. 3 semaines encore après avoir fait ce premier warning. On voit bien que la situation, elle est instable. Ce qui ne veut pas dire que toutes les sociétés dans cette situation-là. C'est un cas particulier. Ils ont aussi, je dirais, souffert des goulets d'étranglement sur les approvisionnements et d'avoir eu des retards dans les livraisons, etc., etc. Donc, il y a des situations particulières. Est-ce que les résultats du deuxième trimestre vont être importants? Oui. Est-ce qu'ils vont nous parler d'inflation? Sans doute encore plus qu'au premier trimestre, où il y avait déjà 417 sociétés sur les 500 du S&P 500 qui en ont parlé. Maintenant, on verra effectivement, ça va être très important et très intéressant de surveiller et de suivre tout ça. Merci beaucoup Julie. Julie Jourdan avec nous pour évoquer la situation des marchés américains. Situation compliquée, l'ensemble de la planète finance est particulièrement chahuté, vous le savez, depuis des semaines et des mois maintenant, alors qu'on attend la prochaine décision de la Fed demain soir. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, était l'invitée de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.